Merci Karim pour la présentation. Je suis très très content de prendre la parole juste après lui parce que voilà une start-up marocaine, maroco-française on va dire, qui montre que les entrepreneurs marocains, quand ils ont le capital humain, le savoir-faire, la volonté, peut-être même la naïveté d'aller de l'avant, ils se mettent dans les interstices des différents systèmes. Là, vous êtes exactement entre les nouvelles façons digitales de stocker de l'énergie, de la gérer, et cette interface avec le frottement qu'il y a entre ce nouveau monde et l'ancien monde de la grille nationale, des micro-coupures de toutes sortes de maladies et d'horreurs. Et donc c'est dans ces interstices, dans ces frottements entre ces deux mondes, qu'il y a de l'opportunité. Et comme ceux qui ont fait de la physique savent que quand il y a de la différence de potentiel, c'est là où il y a de la différence de potentiel qu'il y a de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie au Maroc et des entrepreneurs comme Karim, avec des boîtes comme Eloum. Et j'en viens à l'intervenant juste avant, le Suisse, qui a fait une intervention hyper motivante, inspirante. Et je voudrais réagir par rapport à ça. Vous savez, on dit souvent... Moi aussi, je suis persona non grata sur Snapchat. Juste pour qu'on soit clair. Et souvent, on a dit que le moteur de l'histoire, c'était la lutte des classes, mais en vérité, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des générations qui se déguise en lutte des classes, ou enfin, selon la mode du moment. Mais c'est toujours la lutte des générations qui est le moteur de l'histoire. Et là, c'est une histoire qu'on va voir s'accélérer en Afrique. Parce que là, notre sujet aujourd'hui, c'est la planification urbaine, par exemple, et comment les nouvelles technologies vont impacter. Comment est-ce que vous gérez une ville de 20 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest quand 60% des habitants de cette ville ont moins de 16 ans? Donc c'est un gigantesque, c'est pas une ville, c'est un camp de vacances, camp de jeunesse. 60% de 20 millions de personnes qui ont moins de 16 ans. Et quand vous allez regarder les gens qui sont dans les conseils territoriaux, les conseils communaux, les patrons de la ville, enfin ceux qui vous écoutent, qui sont vos clients, qui vous signent vos bons de commande, c'est qui? C'est des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans. Et donc il y a déjà ce gap générationnel qu'il faut gérer déjà au niveau de ce métier. C'est pour ça que moi je dis, je ne suis pas sur Snapchat, mais je suis d'une génération qui est exactement entre les deux. Moi, la première fois que j'ai essayé de me connecter à Internet à partir du Maroc, c'était en 1994. Je revenais de Paris, j'ai acheté un modem à la FNAC, et on m'a dit l'Internet c'est le modem. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai acheté Internet. Je rentre au Maroc, je commence à brancher le modem à mon ordinateur, je me dis, bon, il y a un truc c'est bizarre, ça fonctionne pas. Donc je pars chez les PTT, qui à l'époque étaient les PTT, pas encore Maroc Télécom, je fais la queue au guichet, je ramène mon modem, je le montre au gars, je lui dis, voilà, j'ai acheté le modem, je veux Internet, donnez-moi Internet. Et on me parle d'un service provider, on me parle d'un abonnement, j'avais aucune notion de quoi que ce soit. Et le gars, plus je parlais, plus je voyais le visage du monsieur en face se décomposer. Je voyais bien qu'il n'avait absolument aucune idée de ce que je racontais. Donc je vous fais l'histoire courte, ça c'était en 94. La première connexion à ADSL au Maroc a eu lieu en novembre 95. Donc j'avais une petite année d'avance. Mais ce que j'essaie de dire avec cette histoire, c'est que notre génération, alors les Africains de la génération actuelle, on est des early adopters, c'est-à-dire qu'on essaye des nouvelles technologies un peu nouvelles, un peu toutes brillantes, et on se rend compte, en fait, le vrai usage, la vraie leçon de cette histoire, c'est que on se rend compte que ces technologies ont été faites ailleurs et qu'elles ne sont pas adaptées aux usages en Afrique, au Maroc et dans les pays émergents. Et ça m'amène à le principal message que je voulais vous délivrer aujourd'hui, c'est que au Maroc, on a fait un certain nombre de paris de développement, que ce soit sur la durabilité par exemple. Vous savez qu'on a un programme pour 3000 MW d'énergie renouvelable, solaire, éolien, etc. Mais c'est quelque chose qui n'a pas commencé en 2004 avec ce programme. Ça a commencé très, très, très en amont, dans les années 80, avec la politique des barrages. Et donc le Maroc est sur ce positionnement durable depuis suffisamment longtemps pour en avoir extrait un certain nombre de leçons, etc. Et notamment aujourd'hui, on est en train de voir qu'on commence à toucher les dividendes industriels de ce pari technologique sur le renouvelable qui a été fait il y a très longtemps. Je pense, par exemple, donc toute la partie intégration locale du plan de Mazen, qui va être très importante. Vous savez que les centrales sont des genres de tests, donc on a une meilleure connaissance que plein d'autres pays
du comportement réel de ces technologies-là, les différentes technologies solaires par exemple. Donc on est à un niveau qui nous a amené au niveau de celui de l'Espagne ou de grands pays. Il y a ça. Il y a deuxièmement le dividende. Par exemple, on a la première usine de pales éoliennes en Afrique qui a été faite par Siemens à Tanger. Et donc on commence à remonter cette filière-là tout doucement et cette usine va livrer des pales éoliennes dans toute l'Afrique. Et le troisième exemple auquel je peux penser, c'est le deal qui a été signé avec BYD, donc le constructeur automobile chinois, pour un demi-milliard d'euros à Tanger pour faire 5 usines, notamment une usine d'assemblage de batteries électriques et une usine de voitures électriques. Alors ce pari sur l'électrique, il aura un énorme impact sur la planification urbaine et la façon dont la politique énergétique du Maroc se déroule, parce que une fois que vous allez avoir des véhicules compétitifs, à coût compétitif, donc à bas coût, abordables pour les Marocains, fabriqués au Maroc, électriques, donc propres, dans un pays qui va produire 53% de son énergie à travers du renouvelable, donc votre voiture, quand elle va rouler électrique, elle sera à 53% renouvelable, ce qui ne sera pas le cas d'une voiture dans d'autres pays. Donc quand vous avez l'ensemble de ces synergies qui se mettent ensemble, vous vous rendez compte qu'un jour, il va arriver un point où la plupart des fonctionnaires marocains, le parc automobile de l'État sera du parc du véhicule électrique, forcément un jour. Donc à ce moment-là, c'est cette technologie de la batterie, du stockage électrique qui va rentrer dans tous les foyers. Puisqu'un fonctionnaire il rentre chez lui le soir, il rebranche sa voiture à son domicile, et donc il va faire comme ce que vous faites à l'usine. Au lieu de consommer sur la grille à tarif très cher parce qu'il est 20 heures, il va attirer l'énergie de la batterie de sa voiture qui est garée juste dehors dans son domicile. Donc la technologie de la batterie électrique va rentrer dans les domiciles. Elle va rentrer également dans les bâtiments des administrations publiques. Donc ça va changer complètement. Si vous voulez, le pari du Maroc sur la durabilité, c'est un pari multidimensionnel qui a un impact sur le transport, l'industrie, la position du Maroc en Afrique, la façon dont l'énergie est consommée, stockée, etc. Et je voulais en arriver... je voulais aussi vous dire que votre secteur est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce que moi, je n'ai pas de certitude. Hein. Mais je me dis, si les nouvelles technologies de stockage électrique sont en train de se développer à une vitesse folle, ça veut dire qu'on va sortir de ce modèle de société actuel qui est complètement pyramidal parce qu'il est marqué par la société de l'énergie fossile. Vous avez une grande centrale électrique avec des grands dépôts de carburant ou de fuel ou d'autres, et vous avez cette centrale distribue à différentes personnes, c'est ce qui rendait logique le fait que les gens s'agglomèrent et vivent dans des villages qui deviennent des villes, qui deviennent des mégalopoles, etc. Donc l'idée de vivre tous ensemble au même endroit en construisant 50 étages pour être bien concentrés, ça vient de ce modèle de la société basée sur l'énergie fossile. Et si on arrive il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet aux États-Unis et en Australie, etc. Si on arrive à avoir du stockage électrique et faire en sorte que les foyers, les personnes, les industries, les entrepreneurs commencent à autoproduire leur propre énergie, on n'a plus la même incitation à s'agglomérer tous ensemble en ville. Donc je ne suis même pas certain, j'ai vu dans la brochure 2,5, enfin non, je crois que c'est 80% d'urbanisation dans les... On ne sait pas. On ne sait pas. Je sais que l'urbanisation, c'est un truc, c'est comme la démographie, c'est prévisible très longtemps à l'avance, mais en décembre 1945, on ne savait pas qu'il y aurait le baby-boom. On l'a constaté de visu. Et c'est la même chose. Là, on dit l'urbanisation, on continue les traits, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, l'incitation à s'agglomérer en ville, à se concentrer, à tous vivre au même endroit pour bénéficier des services d'eau, d'énergie, d'assainissement, etc. qu'on connaît, peut-être cette incitation va disparaître. Donc on ne sait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le positionnement du Maroc, je pense que vous savez qu'on a... L'intervenant suisse a donné un très bel exemple sur les cartes puces avec double SIM. C'est très intéressant parce que c'est aussi un usage qu'on a vu ici au Maroc sur la carte SIM. Bon, on a tout de suite fait l'interopérabilité des opérateurs télécoms, donc ça a un peu cassé le marché. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on voit ça. On voit ça par exemple sur la question de l'industrie 4.0. Vous avez au Maroc, il y a plein d'usines qui achètent des senseurs. Bon, ils achètent sur Internet, ils sont fabriqués en Europe, en Chine, etc. Et ils achètent des capteurs pour les placer sur leur machine et recueillir des informations sur la température, la pression, l'humidité, etc. Donc avoir de la data. Et une fois qu'on a de la data, faire de la maintenance préventive, etc.
Et ces gens-là, en fait, ces capteurs ont été faits dans des environnements où l'Internet est de très bonne qualité, il ne se coupe jamais, il n'y a pas de problème, donc ça marchait très bien. Mais quand vous allez au Mali ou en Côte d'Ivoire ou au Maroc même, et vous branchez ces capteurs à vos vieilles machines, eh ben, vous vous retrouvez avec des datasets qui sont pleins de trous. Parce qu'à un moment donné, l'Internet était down, donc on n'a pas les données de 11 heures à midi. Parce que l'Internet a été de moindre qualité, donc on n'a eu que les trois quarts des données, etc. Donc vous avez des trous dans les données, donc c'est ingérable. Et il y a une start-up marocaine qui se dit, OK, comme a dit monsieur, la reverse innovation, c'est-à-dire je vais partir de l'usage et modifier l'innovation. Et donc ils ont fait un petit capteur auquel ils ont intégré, c'est très simple, hein, ils ont intégré une petite mémoire flash dessus, ce qui fait que le capteur emmagasine la donnée quand l'Internet est down, ce qui fait qu'on a des séries de données complètes. Et pourquoi je vous donne cet exemple? C'est pour vous dire que l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique et dans les pays émergents a encore plus de sens qu'en Suède et qu'au Canada. C'est ça que le message. C'est que quand l'entrepreneur aujourd'hui qui part de l'usage dans les pays émergents, en Afrique, au Maroc, et qui modifie les biens, les produits et les services, ça donne des opportunités extraordinaires. Et donc l'intérêt des très grandes multinationales et des entrepreneurs étrangers, c'est surtout s'ils veulent avoir accès à ce marché africain, qui sera le marché le plus important demain. Comme aujourd'hui, je vous donne un exemple, aujourd'hui le marché le plus important du monde pour le secteur automobile, c'est le marché chinois. C'est le consommateur chinois qui décide des standards de demain sur le marché automobile mondial. Et ben c'est la même chose quand l'Afrique fera 2,5 milliards, bientôt 4 milliards en 2100 d'habitants, ben tous les standards seront faits en Afrique. Donc il faut avoir un pied en Afrique. Comment avoir un pied en Afrique? Beaucoup d'entreprises européennes, occidentales, s'y sont cassées les dents parce qu'elles arrivent et elles importent le produit tel qu'il est fait pour l'Europe. Ce qu'il faut faire, c'est venir au Maroc pour faire de la R&D. Alors je sais, on a beaucoup parlé des projets pilotes. Bon, on n'a pas dit beaucoup de bien, mais je comprends très bien ce qu'il voulait dire. Mais l'idée, c'est qu'il faut commencer à venir faire un peu de R&D au Maroc. Parce que de la R&D au Maroc, vous êtes en conditions réelles. Vous avez d'abord le climat, évidemment, la température, tout ce que vous voulez, la poussière, etc. Vous avez le degré de formation des personnels qui vont assurer la maintenance de ces produits et services, qui est très différent du degré que quand vous utilisez le même produit en Californie ou au Niger, c'est absolument pas les mêmes conditions de maintenance. Et ça, c'est une leçon qu'on a appris il y a très longtemps. Hein, je veux dire, pourquoi est-ce que la Kalachnikov a conquis le monde et pas le M16? C'est parce que la Kalachnikov était facile à maintenir. Donc c'est exactement les mêmes problèmes qui sont en train de se poser, que ce soit pour la durabilité, que ce soit pour les technologies, que ce soit pour la planification urbaine, les services aux citoyens, etc. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que ces compagnies fassent de la R&D au Maroc pour adapter leurs produits, pour pouvoir ensuite être leader sur les marchés émergents, africains, etc. Je voulais terminer mon propos en rappelant quand même qu'on a un certain nombre d'enablers qui sont en train d'être mis en place au Maroc. Il y a l'identification électronique des citoyens qui est en cours. Il y a le paiement mobile qui va être très important. On a parlé tout à l'heure de Cotonou, mais oui, Cotonou, bon, à Paris, c'est toujours, je ne sais plus, 30-60% d'utilisation du chéquier. Donc on est à des années-lumière. Il y a aussi la création des entreprises de façon électronique. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises en place qui, quand on va pouvoir les relier, vont faire un environnement un cocktail explosif de compétitivité pour les entreprises qui veulent aller sur les marchés africains, qui sont les seuls en croissance en ce moment. Et donc l'idée, c'est que à un moment donné, il faut que dans la stratégie digitale du Maroc, on a un pilier qui est très important, qui est la collaboration entre les grandes et les petites entreprises. Donc c'est les processus d'innovation ouverte. Et c'est là-dessus qu'on va gagner. C'est-à-dire que, comme disait le monsieur juste avant, tout le défi, c'est d'avoir la donnée. Donc vous dites, oui, l'Europe est un protectorat américain du point de vue digital, très bien. L'Afrique est en train peut-être de devenir un protectorat chinois, très bien, pourquoi pas. Mais à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire de ce constat et dire on n'a pas la donnée, il faut que tout le monde, qu'on fasse de la pédagogie pour que les gens commencent à partager leurs données. Non, il va falloir les obliger. Mais on ne peut pas les obliger par la force, il faut les obliger par l'intérêt. Donc il faut faire du judo, il faut utiliser la force de l'adversaire pour l'amener à faire ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que dans la stratégie digitale, on a prévu des clusters sectoriels, mais il y a un cluster en particulier qui est important, c'est le cluster autour des opérateurs telco. Et on a parlé du téléphone mobile et du rôle du téléphone mobile en Afrique.
Aujourd'hui, dans le monde rural au Maroc, vous avez un taux de pénétration de 55% du smartphone. C'est énorme. Mais il faut voir les possibilités qu'il y a derrière, parce que ces opérateurs telco, ils ont la donnée, ils savent où se situent les données GPS, donc ils savent où chaque téléphone est, donc où chaque citoyen est. Ils savent la vitesse à laquelle ils se déplacent, ils savent la façon dont ils se regroupent dans certains quartiers et pas d'autres, etc. Donc tout ça, ce sont des données qui peuvent être très utiles pour la gestion urbaine. Et donc l'idée maintenant, le défi, c'est de connecter ces différents secteurs qui ne se parlent pas, parce qu'on est dans une situation un peu de cloisonnement économique, où les différents secteurs, moi à la banque, j'ai mes données, je gère peut-être avec le fisc, mais personne d'autre. Les telcos, j'ai mes données, je gère avec la NRT, mais personne d'autre. Et chacun est dans son silo. Quand on va arriver à créer une transversalité dans l'échange des données, là, on va avoir des opportunités extraordinaires, fantastiques. Et donc, j'espère que les solutions que vous allez durant cette journée vont nous être utiles. J'attends avec impatience les publications et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Karim. Alors, on a pris un peu de retard, mais c'est l'heure du déjeuner qui va se tenir au rez-de-chaussée. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici environ 3/4 d'heure, maximum 1 heure, mais 3/4 d'heure, ce serait bien. À tout à l'heure.